Bonjour à tous. Il m'a fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un bref historique sur les catastrophes naturelles au Québec. C'est un projet en cours de développement au ministère des Transports, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, qui vise à recenser un maximum d'aléas naturels survenus depuis le début de la Nouvelle-France jusque vers 1975. Le projet est financé par le cadre de la prévention des sinistres. Je commencerai cette présentation en expliquant plus en détail en quoi consiste le projet d'historique des catastrophes naturelles, pour ensuite détailler les aléas retenus ainsi que quelques statistiques préliminaires. Je vais terminer la présentation en expliquant deux exemples concrets pour illustrer comment ces données sont utilisées par le ministère. Évidemment, le projet ne pourra pas être vu tout en détail parce qu'il est toujours en cours de développement, mais ça va permettre de mettre en lumière déjà certaines perspectives d'analyse qui se dessinent après 5 années de travaux. L'objectif du projet consiste à inventorier, documenter et localiser les événements historiques reliés aux aléas, qu'ils soient naturels ou anthropiques, survenus de la Nouvelle-France à 1975. Cette date de clôture a été retenue puisque les données gouvernementales commencent à être plus fiables à partir des années 70. Plus précisément, le projet vise à avoir une meilleure connaissance de ces événements méconnus et souvent oubliés en établissant une base de données 100% numérique pour faciliter la consultation, mais aussi l'interrelation entre les aléas, puis permettre plus facilement leur géolocalisation. Pour accomplir cet objectif, on a mis en place une petite équipe multidisciplinaire. Pour le moment, on n'est que 3 employés à temps plein, mais il y a une multitude de collaborateurs qui viennent nous aider dans ce développement-là. Notre méthode de travail est simple, mais systématique, afin de favoriser une centralisation de l'information, puis pour aider au traitement de celle-ci, parce qu'on peut facilement se perdre sur 400 ans d'histoire de catastrophes naturelles. La première étape qu'on fait, c'est une recherche à grande échelle par mots-clés sur Internet. Donc, simplement faire ressortir les principaux événements, aller chercher déjà là un peu de chair à mettre autour de l'os. Mais on a aussi identifié certains journaux qu'on lit page par page du début de leur publication jusqu'à leur fin de publication pour aller un peu plus systématiquement chercher les événements qui ne ressortent pas par la recherche par mots-clés. Puis quand on a une masse d'informations assez critique pour ces événements-là, eh bien, on va faire une recherche complémentaire au moment de la localisation de l'événement. Donc là, à ce moment-là, on va analyser l'information disponible, on va voir s'il y a des trous, on va voir s'il y a des journaux locaux, des sources alternatives qui pourraient nous donner plus d'informations sur l'événement en question. Puis on va l'analyser, créer une fiche qui documente autant le processus de localisation que les résultats de celle-ci. On va évaluer la fiabilité de la localisation parce que ce n'est pas toujours assez évident d'avoir une coordonnée très très précise, mais on va quand même essayer de qualifier cette coordonnée-là pour quand même donner une idée de l'échelle de fiabilité de tout ça. Puis à travers tout ça, il y a aussi un processus de contrôle qualité qui est mis en place à toutes les étapes. Donc, on a les collaborateurs qu'on a avec nous vont venir contre-vérifier l'information scientifique, la méthode de travail, la localisation pour s'assurer que tout ça est le plus fiable possible. Donc, au final, on est loin de faire une histoire événementielle traditionnelle parce qu'on a un processus qui vise à faire une relation entre les événements, à dégager les tendances, à voir les transformations qui se font au fil du temps. Et ça permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble très intéressante de tout ça. Passons maintenant au cœur de notre projet. Rapidement, un constat s'est imposé au fil de nos recherches. Les catastrophes naturelles sont souvent moins naturelles que ce qu'elles peuvent paraître. Nous avons donc séparé les événements ayant une cause naturelle de ceux ayant une cause anthropique, pour mieux évaluer la part de l'humain dans ces événements-là. On va commencer en premier à voir en quoi consistent ces aléas naturels. Ils sont particulièrement importants dans notre démarche parce qu'ils permettent de mieux identifier les zones potentiellement exposées, ainsi que les problèmes de récurrence qui peuvent survenir dans certains secteurs. Le principal aléa de notre base de données sont les glissements de terrain. Ce sont les incidents qui surviennent dans les sols meubles, peu importe le type de rupture là, qui peuvent avoir entrepris cet événement-là. Avec 1638 événements, c'est de loin l'aléa le plus courant, mais malgré les 201 décès, ce n'est pas la catégorie la plus mortelle. Il faut savoir, avant toute chose, que le Québec possède des argiles particulières qui sont propices aux grands glissements de terrain de type coulée argileuse. Ce sont ces glissements qui sont responsables pour la grande majorité des décès. L'exemple sur la photo nous présente justement une de ces coulées argileuses-là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un événement mortel, heureusement, mais ça nous donne une idée des dommages que ça peut causer. On va revenir un peu plus loin, là, un peu plus en détail sur ces événements-là.
Le projet prend aussi en compte les éboulements rocheux, que ce soit simplement des chutes de blocs, des glissements ou des basculements, du moment que ça se prend dans le roc. Donc, on voit que ce qui distingue les deux premiers types d'aléas, ce sont les types de sol dans lesquels ils surviennent. Et ici, on a des événements qui sont en général de plus faible envergure, mais on en a quand même quelques-uns qui sont notables. Et la très grande majorité de ces événements historiques-là sont localisés dans les villes de Québec et de Lévis qui se sont développées en bordure de des falaises. On en a d'ailleurs un exemple ici sur la photo. Ceux qui connaissent un peu l'historique de ces événements pourraient paraître surpris qu'on retrouve ici seulement 28 décès sur 525 événements. Mais en fait, c'est qu'ici, il y a des événements anthropiques qui vont vraiment avoir la palme, comme on va le voir un peu plus loin. Le projet prend en compte les avalanches, tout type, que ce soit autant de neige que de glace, pour principalement des chutes de blocs de glace. Et ici, on a eu vraiment la grande surprise. On était loin de penser qu'on trouverait jusqu'à 333 cas, ni que le bilan des mortalités serait comparable à celui des autres aléas. On a constaté aussi à travers ça qu'il y a une évolution des zones à risque à travers le temps. Alors que l'aléa touchait principalement Québec et Lévis au 19e siècle, les risques vont diminuer graduellement dans ces régions-là au cours du 20e siècle en raison de la densification urbaine qui empêche l'accumulation de neige sur les falaises de la ville. Et de nos jours, c'est surtout en Gaspésie que vont survenir la plupart de ces événements, comme c'est le cas ici sur la photo. Évidemment, le projet prend aussi en compte les inondations, ici encore une fois de tout type, crues printanières, embâcles, fortes précipitations, ruptures de barrages. Puis c'est probablement l'aléa que le plus grand public a le plus entendu parler parce qu'il affecte des grandes zones, qui a des récurrences très fortes, même si c'est variable en intensité à travers le temps. Par contre, c'est la partie du projet qui est le plus préliminaire, c'est encore à l'étape de la collecte de l'information, en raison de l'ampleur et de la complexité de certains événements. On est donc allé avec une définition assez large du phénomène. Pour le moment, on prend seulement en considération s'il y a eu une inondation pendant un certain mois, et peu importe la municipalité, peu importe le cours d'eau ou le réseau hydrographique auquel il fait partie, au moment de l'analyse, probablement que ces données-là vont se raffiner. On a tout de même recensé jusqu'à maintenant 697 inondations, dont 40 mortelles. On entend rarement parler d'inondations mortelles au Québec. Ça va donc être très intéressant d'analyser plus en détail ces cas-là pour voir comment ces mortalités-là sont survenues. Et en dehors des dommages matériels, il y a encore beaucoup de choses à apprendre aussi sur cet aléa-là, notamment sur l'évolution des perceptions ou de l'adaptation et de l'intervention gouvernementale. Par exemple, sur la photo, les personnes ont l'air de simplement regarder l'inondation sans s'inquiéter trop de l'accumulation des débris, de l'eau qui monte. Donc, on est loin d'une panique ou d'un branle-bas de combat comme on pourrait avoir aujourd'hui. Ça avait simplement l'air d'être l'événement à regarder cette journée-là. Les séismes sont aussi intégrés à notre base de données, même s'ils peuvent être plus complexes à identifier parce que les épicentres peuvent parfois être très distants. Mais on a simplifié les choses en décidant simplement que dès qu'il est ressenti sur le territoire du Québec, on va en prendre en considération. Les données qu'on a ici nous viennent en partie des recherches du professeur Pierre Gouin ainsi que de la Commission géologique du Canada. Mais la lecture dans les journaux nous a permis de trouver des centaines de nouveaux cas, ce qui montre bien toute la pertinence de notre projet qui permet d'aller plus loin que les inventaires qui sont déjà existants. On a donc recensé jusqu'à présent 931 cas, dont un seul mortel, qui sont en fait des décès indirects, des personnes qui sont mortes d'une crise cardiaque au moment du tremblement de terre du 28 février 1925. C'est un séisme de magnitude 6.2 que son épicentre est dans Charlevoix, mais qui s'est fait ressentir jusqu'à 1000 km de distance, qui a causé des gros dommages dans la région de Charlevoix, de Québec et de la Côte-du-Sud. On voit ici l'église de Rivière-Ouelle, justement, là, qui a été fortement endommagée, et même une faille qui s'est faite dans le sol au moment du tremblement de terre-là. Passons maintenant aux événements anthropiques. Ces données sont particulièrement utiles pour faire la sensibilisation sur le sujet, puisque ce sont souvent les pires catastrophes et que malgré les progrès de la science, certaines de ces mauvaises pratiques-là peuvent persister de nos jours. Revenons en premier lieu sur les événements survenus dans le roc. Lorsqu'on fait la comparaison avec les événements naturels, on constate de grandes disparités. Il y a peu d'événements, on avait 500 événements d'éboulement naturel alors qu'on en a 59 ici, mais le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Alors qu'on avait 15 incidents mortels et 28 décès naturels,
On a ici 23 incidents mortels, donc seulement 5 de plus, mais 105 décès, donc 4 fois plus de morts. C'est notamment dû à deux éboulements majeurs survenus à Québec en 1841 et 1889, qui causent respectivement 30 et 45 décès. La photo affichée représente justement ce dernier événement. Les incidents dans les sols meubles sont plus courants que dans le roc, puisque ces types de sols sont plus répandus. Il y a plus d'événements mortels que dans le roc, mais moins de décès. Mais ça s'explique encore une fois par les deux principaux événements qui alourdissent fortement les statistiques d'éboulements anthropiques. Si on retire les éboulements de 1841 et 1889, il y a en fait 2 fois plus de victimes pour les mauvaises pratiques dans le sol que dans le roc, pour seulement une dizaine d'événements mortels supplémentaires. Ces événements peuvent aussi avoir de grandes répercussions et affecter de bien plus grandes superficies que les éboulements rocheux. Par exemple, on a ici une photo de travaux de stabilisation qui se sont faits dans la rivière Nicolet. Et ils vont entraîner une coulée argileuse qui va faire 3 morts. On peut voir ici l'ampleur du glissement qui survient au cœur de la ville de Nicolet. La flèche et la caméra indiquent l'endroit de la première photo. Et c'est les excavations à la base de cet talus-là qui vont entraîner un effet domino à cause de la présence d'argile sensible à cet endroit-là, puis c'est ce qui va entraîner la coulée argileuse. Ça montre tout l'effet dévastateur que ces catastrophes-là peuvent avoir lorsqu'elles surviennent en milieu urbain. Ça soulève aussi des enjeux au niveau de la conservation des bâtiments patrimoniaux. Par exemple, ici, la cathédrale, située trop près de la cicatrice dans des sols potentiellement instables, on va décider que ça va être mieux de la démolir et d'en reconstruire une nouvelle. Heureusement, ce nouveau bâtiment-là va être maintenant de nos jours considéré comme patrimonial à son tour. Notre projet va aussi prendre en considération les incidents d'origine accidentelle impliquant du sol ou du roc dans les exploitations comme les carrières, les mines, les sablières. Mais ça a été mis dans une catégorie à part parce qu'ici, on est vraiment dans des milieux créés artificiellement par les humains. On va constater aussi que le taux de mortalité est très élevé pour cette catégorie-là, avec 437 incidents mortels, 515 décès. C'est vraiment la catégorie où le taux de mortalité est le plus élevé. Même si la plupart du temps, c'est des éléments de faible envergure qui impliquent un seul ouvrier, on en a quand même certains qui vont être de plus large envergure et qui justifient leur implication dans notre base de données. Comme on peut voir ici, là, cet éboulement-là, si on regarde bien en haut, on voit des personnages qui nous donnent une échelle pour l'ampleur de l'éboulement qui est survenu en 1938 et qui aura causé le décès de 7 personnes. Finalement, les incidents dans les excavations sont aussi pris en compte. On parle ici d'événements survenus pendant les travaux de construction où il n'y avait pas de pente avant, mais où est-ce qu'on va s'en créer une, que ce soit pour des puits, des tunnels, que ce soit pour créer des tranchées, donc des fondations de maisons. C'est une catégorie qui est un peu moins mortelle que les événements miniers, mais qui a encore une fois un taux de mortalité assez élevé, qui démontre bien les conditions de travail parfois difficiles que les ouvriers vont avoir au 19e, 20e siècle. Mais malgré tout, la majorité des accidents mortels sont recensés au 20e siècle, probablement en raison du développement de la machinerie qui permet de creuser de plus grandes excavations plus facilement et plus rapidement. Maintenant que vous comprenez mieux l'envergure du projet, voici 2 exemples pour vous montrer un peu comment les catégories peuvent se parler entre elles à différents niveaux. Le premier exemple est celui d'une concentration d'événements survenus au printemps 1908, qui permet de faire ressortir l'interrelation que certains aléas peuvent avoir. Les inondations commencent au début en raison d'embarques de glace, puis la situation n'aurait pas été si grave si la pluie ne s'était pas jointe à la partie à la fin du mois d'avril. Ça va amplifier l'inondation dans les zones déjà affectées, puis ça va affecter des nouveaux endroits. C'est aussi à ce moment que la plupart des glissements vont commencer à survenir. À ce moment-là aussi, la pluie va faire accélérer la fonte des neiges. Il y a un temps doux aussi qui va faire qu'il y a peut-être une trop grande pression dans les sols, donc ce qui fait que ça accentue les problèmes de glissement de terrain. Au début du mois de mai, le temps devient encore plus doux, ça accélère la fonte des neiges, il y a encore des glissements qui surviennent à ce moment-là, les inondations continuent de se maintenir ou de s'amplifier dans certains endroits. Ensuite, la situation semble un peu se calmer à la mi-mai, mais il y a une digue qui va se rompre sur la rivière Gatineau, puis la pluie va revenir dans la région de Montréal, ce qui va repartir le bal des inondations pour finalement se calmer à la fin du mois de mai. Malgré certains événements un peu comiques, comme celui décrit par l'article de La Patrie où des personnes ramassaient des poissons directement sur les quais de Longueuil, on a un bilan assez lourd avec un total de 36 décès et de 16 blessés. Les séismes, tant qu'à eux, ont un impact assez faible. Ils sont de faible magnitude
et ils n'ont pas pu jouer un rôle sur les glissements de terrain, encore moins sur les inondations, mais ça illustre la complexité qu'il peut avoir quand il y a une série d'événements qui surviennent en même temps. Ce qui nous a surpris dans ce cas-là, c'est que l'inondation en elle-même est peu connue. Elle ne ressort dans aucune base de données existante sur le sujet. On n'a pas pu recenser d'écrits scientifiques qui parlent de cette inondation spécifiquement-là. Il n'y a même pas de photos dans les archives qui ont été retrouvées pour le moment. En fait, quand on va voir dans les sources, on se rend compte qu'il y a juste un journal qui dresse vraiment un bilan d'ensemble des inondations dans la province. Puis la plupart des autres journaux vont plutôt parler de leur région seulement. C'est ce qui va peut-être diminuer l'impact qu'elle aurait pu avoir pour les historiens. Pourtant, quand on compile l'information, on constate qu'il y a plus de 25 cours d'eau d'importance qui ont été affectés. Les dommages ont été recensés dans 35 municipalités. L'industrie forestière a subi de lourdes pertes. Les réseaux de transport sont lourdement affectés. Et donc, il y a même plusieurs journaux qui vont mentionner que c'est la pire inondation en 30 ans. Du côté des glissements de terrain, on peut voir qu'ils sont répartis dans plusieurs régions, mais il y en a 4 d'entre elles qui sont plus affectées. Les impacts sont aussi nombreux et s'ajoutent souvent à ceux-là déjà causés par les inondations, parce que les régions touchées par les glissements de terrain sont souvent celles qui sont aussi touchées par les inondations. Parmi ces glissements, l'un d'eux se distingue tout particulièrement. Le 26 avril, une coulée argileuse d'une superficie de 6,5 hectares frappe le petit village de Notre-Dame-de-la-Salette, en Outaouais. On voit ici le point de départ du glissement. Celui-ci vient bloquer la rivière Lièvre, causant une vague de débris et de glace qui vont percuter le village qui est sur l'autre rive. Cette vague de débris, dont on voit ici les impacts, détruit 16 bâtiments et fait 34 victimes. C'est le glissement de terrain le plus mortel survenu au Québec. Ce seul événement est donc responsable pour le lourd bilan du printemps 1908, qui n'aurait été que de 2 morts et de 13 blessés sinon. Mais il est intéressant de voir qu'il s'insère dans un contexte plus large qui a été peu étudié. Le projet d'historique permet aussi de faire ressortir les récurrences. L'exemple qui sera présenté ici est celui de l'actuelle rue Notre-Dame dans le secteur de Cap-Santé, mais qui est aussi appelée Côte de Donnacona dans les journaux de l'époque. Un premier glissement a lieu le 17 novembre 1927 et une voiture tombe dans le ravin, entraînant la mort d'une personne et des blessures pour 2 autres. 13 autres événements vont avoir lieu à cet endroit-là par la suite sur une période de 50 ans qui vont causer des blessures à 3 autres personnes. Il n'y a pas seulement des événements naturels, puisqu'en voulant régler un problème, parfois il en arrive qu'on en crée de nouveaux. L'élément plus problématique à cet endroit, c'est un problème de concentration d'eau qui se fait dans la pente, causé par des ponceaux inadéquats, comme on peut le voir sur la photo. Ici, lors du glissement de 1935, on voit clairement que les débris se sont accumulés à l'intérieur du ponceau, ce qui vont créer trop de pression et créer une rupture de remblai. Le modèle numérique de terrain nous permet de mieux comprendre la situation. D'abord, on peut constater à quel point le talus est escarpé à cet endroit. Ensuite, en superposant une ancienne carte, on est capable de constater aussi qu'il y a 3 cours d'eau qui vont converger vers le même endroit, d'où les problèmes de concentration d'eau. À la suite du glissement de 1935, des travaux sont entrepris pour détourner le ruisseau, et 1 an plus tard, 3 glissements successifs surviennent à cet endroit. On peut encore y voir la déformation causée par le remblayage qui va y suivre. Par la suite, il y a encore quelques glissements qui vont subvenir jusque dans les années 70, mais rien de majeur. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que le gouvernement se dote d'une équipe spécialisée en mouvement de terrain, à la suite du glissement de Saint-Jean-Vianney. Le projet d'historique des catastrophes naturelles permet donc de localiser plus facilement les secteurs potentiellement exposés aux aléas, tout en identifiant les facteurs naturels ou humains qui peuvent être en cause. Ainsi, lorsque de tels événements se produisent, le gouvernement dispose désormais d'un outil supplémentaire pour évaluer plus rapidement et plus efficacement la situation. Ces données peuvent aussi servir lors de la planification de réfection ou de construction d'infrastructures pour qu'elles soient mieux adaptées à leur environnement. C'est aussi un outil efficace de prévention, autant pour la prise de décision que pour la mise en place de mesures de mitigation que pour faire de la sensibilisation auprès des MRC, des municipalités ou des citoyens. Un événement isolé n'étant pas toujours pris en considération par le grand public, une remise en contexte plus large permet une meilleure conscientisation des conséquences que peuvent impliquer ces aléas. En outre, ces événements, aussi tragiques qu'ils soient, tombent souvent dans l'oubli avec le temps et très peu de monuments viennent commémorer ces catastrophes. C'est pourquoi le ministère des Transports ainsi que la Sécurité publique se sont impliqués cette année dans la commémoration du 50e anniversaire du glissement de Saint-Jean-Vianney qui a fait 31 victimes le 4 mai 1971.
Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présentation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il va me faire plaisir de vous répondre, que ce soit par Facebook ou par courriel à cette adresse. Merci.